Bonjour messieurs, dames, bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle soirée au Paris de novembre. Donc le menu, comme d'habitude, d'abord des actualités, environ une demi-heure, et puis ensuite la conférence de monsieur Daniel Aran, ici présent. Et bonjour, voilà. Bon, on va commencer. Alors j'avais prévu un programme un peu trop chargé dans les actualités. J'ai décidé de... Comment? Oui, non, mais il va y en avoir. Mais j'ai décidé de plutôt quelques rumeurs qui durent comme d'habitude une demi-heure. Et donc la partie astronautique, vous savez, les fusées, ces choses-là que j'aime bien, ça sera pour une autre fois. Ou peut-être, si on a du temps, après à la fin. Alors... Donc, au programme des actualités, donc, je saute l'astronautique, il va y avoir de l'astronomie, astrobiologie ou exobiologie, un petit peu d'ufologie, et puis des annonces. Alors, normalement, pour sauter, on fait ça, on va en diapo 15, voilà, et on fait diaporama à la diapo active. Voilà. Alors, astronomie. Je vais vous parler de... Bon, c'est un gag, l'astéroïde d'Halloween, puisqu'on vient de sortir d'Halloween, ça a été très, très dur chez moi. Hein. Mars, un phénomène un peu étonnant. On va revenir sur l'astéroïde Oumuamua, on en a déjà parlé ici. Il est important parce que c'est la première fois qu'on détecte un astéroïde qui n'appartient pas au système solaire, qui n'a fait que traverser le système solaire. Je dirais en diagonale, enfin pas vraiment, il a fait rentrer dans le cœur du système solaire et de repartir. Et il est assez intéressant. Pour la première fois, on vient de découvrir une lune sur les planètes extrasolaires, une exolune. Les planètes qui ne devraient pas exister, ça fait référence aux théories de formation du système solaire qui sont à l'évidence pas encore au point. 6, 2 décès, une résurrection, c'est un petit peu le carnet de l'astronomie. Et puis un petit peu à la fin, un petit peu comment dire, de science-fiction, des nouvelles méthodes pour faire des télescopes. Allez, c'est parti. Ah, il n'est pas beau. Hein. Alors la photo du bas, c'est la vraie. Hein. Et ensuite, ça a été refait par des artistes qui ont un peu exagéré Donc effectivement, il est passé au moment d'Halloween, c'est pour ça que... il est passé pas très très loin de la Terre. Enfin, quand on dit pas très très loin, c'est quelques dizaines de millions de kilomètres. Mars, alors là, un phénomène assez curieux. Donc vous voyez la photo en haut à droite, ce panache. Donc il part d'une tache foncée, qui est la montagne qui s'appelle Arcia. Arcia Mons, la montagne d'Arcia. Les gens ont tout de suite pensé à une éruption volcanique, et puis donc c'est assez contesté. Alors, si il y a l'espace, une éruption, mais évidemment non, pourquoi pas des aliens sur Mars quand vous y êtes. En réalité, c'est pas si simple. Il y en a qui disent non, ce ne sont que des nuages orographiques. Orographique, ça veut dire des nuages sur une montagne. Hein. Oros en grec, ça veut dire montagne. Sauf que, vous voyez, dans les photos du bas, bon, on ne voit pas très très bien. Les petites taches blanches, c'est des vrais nuages orographiques, ça c'est sûr et certain. Et le panache qu'on voit, qui a duré pendant plus d'un mois, hein, sans arrêt, sans arrêt. Il n'y a que sur cette montagne-là qu'il y a ce panache. Sur les autres montagnes plus élevées, il y a plusieurs très grands volcans, anciens volcans sur Mars, dont Olympus Mons, qui est assez connu. Et puis celui-là, c'est le deuxième, il fait quand même 20 km de haut, hein. C'est vraiment des massifs gigantesques, ils font plusieurs centaines de kilomètres de large. C'est un peu comme les volcans hawaïens, vous savez, c'est des volcans en pente très 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 douce, et au sommet une large caldeira. Et donc, moi je verrais bien une éruption volcanique. Bon, ceci dit, c'est pas moi qui décide, hein, s'il y a une éruption volcanique ou pas. Mais je trouve ça quand même, je trouve que certains scientifiques, ils vont un peu vite pour balayer sous le tapis la poussière et les nuages. Oumuamua, alors c'est un nom hawaïen, ça a été découvert il y a déjà quelques temps, au début de l'année, par l'observatoire d'Hawaï. L'image qui est en haut à droite, ce n'est qu'une image d'artiste. Pourquoi on l'a fait allonger comme ça? Parce qu'on s'est aperçu
dans les télescopes, on ne voit qu'un point. On s'est aperçu que ce point clignotait, entre guillemets, tous les 8 heures. Tous les 8 heures, il devient 5 fois plus lumineux, puis ensuite la luminosité diminue. Alors on s'est dit, bon bah c'est la raison, c'est qu'il doit être allongé, et que par moment on le voit dans la grande dimension, et par d'autres on le voit dans la petite dimension. Et puis ensuite, alors, ce qui est très intéressant avec Oumuamua, c'est que c'est la première fois qu'un voyageur extrasolaire, en l'occurrence un astéroïde ou une comète, on ne sait pas trop bien, rentre dans le système solaire et est observé. Il y en a certainement sans arrêt des milliers, mais c'est la première fois qu'on l'observe. Et en bas, il y a une trajectoire, vous voyez la trajectoire avec la flèche qui descend et qui remonte. Au centre, c'est le cœur du système solaire, parce qu'il est passé à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Donc vraiment, il est passé en biais au-dessus dans le système solaire, jusqu'au cœur du système solaire, et il repart. Je ne sais plus exactement, on a calculé à peu près les directions d'origine et les directions futures. C'est des étoiles, bien sûr, assez proches. Alors, ça fait penser à des histoires de science-fiction comme celle de Clark, Rama au rendez-vous avec Rama. Et donc, on a observé d'un peu plus près cet engin-là. Donc, on s'est aperçu que sa trajectoire n'est pas purement passive. Vous savez, un astéroïde, c'est comme un boulet de canon. Ça suit une trajectoire définie par les lois de la balistique, par les lois de la gravitation. Et bien là, pas du tout. Il est légèrement dévié par rapport à ces lois-là. Ça fait penser aux comètes qui émettent des gaz et des poussières et donc, en quelque sorte, utilisent la réaction pour modifier leur trajectoire. Enfin, elles ne font pas ça intentionnellement, bien sûr, enfin, vous comprenez. Il y a un phénomène qui fait que la trajectoire est légèrement déviée pour les comètes. Ça, on le sait depuis longtemps. On s'est aperçu que Oumuamua, lui aussi, dévie sa trajectoire. Mais, manque de chance, on l'a observé de très près, le mieux qu'on peut, avec Hubble notamment, le plus gros télescope spatial qu'on a. Et non, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de gaz dégagé. Alors, il y en a quelqu'un qui s'est dit, dans ces conditions, et si c'était la pression du Soleil, la pression de la lumière qui le faisait bouger. Pour ça, il faut qu'il soit extrêmement mince, comme une feuille. Ça fait penser au projet qui existe à l'heure actuelle, et même depuis assez longtemps, de sondes spatiales vers les planètes, vers les étoiles les plus proches. Il y a notamment un Russe qui s'appelle Milner, qui a financé un projet qui s'appelle Breakthrough Starshot. J'ai marqué ça en bas, là. Et c'est une petite voile solaire, donc quelque chose d'extrêmement fin, sur lequel on va bombarder des lasers, et ça va propulser la voile et puis sa petite charge utile jusqu'en direction d'Alpha du Centaure. Et il pense aller jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière. Bon là, Oumuamua, il est beaucoup plus lent, mais peut-être que certains se disent, et peut-être qu'on a détecté une sonde extraterrestre. Bon, moi, je trouve que je verrais bien une sonde extraterrestre un peu plus rapide que ça, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, vous voyez, les choses bougent et les gens se posent des questions qui ne se posaient pas autrefois. Autrefois, jamais les gens se posaient ces questions. On se serait marré quand on a dit, attendez, calmez-vous, c'est de la science-fiction. Mais là, maintenant, les scientifiques prennent du temps à réfléchir, à étudier ce genre de choses. C'est pour ça que j'en parle, parce que ouais, c'est un petit peu dans notre sujet quand même. Première exolune. Alors vous savez qu'on a découvert des centaines, des milliers de planètes en dehors du système solaire, notamment grâce à Kepler, qui utilise la méthode des éclipses. Quand une planète passe devant le Soleil, ça fait une mini-éclipse de l'étoile, du Soleil, de l'étoile. Et donc si ça se répète, si ça a certaines caractéristiques, on arrive à en déduire la taille et la trajectoire de la planète. Et quand on regarde de plus près, l'idée, si on regarde de plus près, imaginons qu'il y ait une Lune, comme la Terre par exemple, nous avons un satellite qui s'appelle la Lune. Eh bien, si quelqu'un à l'extérieur regardait la Terre passer devant le Soleil, peut-être qu'il verrait aussi la Lune tourner autour de la Terre. En regardant les choses de très près, on devrait pouvoir détecter les lunes. Et effectivement, apparemment, autour d'une planète géante, plus grosse que Jupiter, on aurait découvert une énorme lune, grosse comme la planète Neptune. Alors, c'est pas très excitant une lune comme ça, mais il faut dire que c'est, à l'heure actuelle, c'est dans les limites des capacités de détection. C'est seulement les futurs télescopes, les futurs engins qui pourront aller plus loin et détecter des lunes comme celle de Avatar. Bien sûr, vous avez beaucoup de gens
d'entre vous ont vu ce film, et vous savez que les indigènes bleutés, là, ils vivent sur une lune, une planète géante. Mais parce que, en termes de recherche de la vie extraterrestre, il n'y a pas de raison qu'on ne pense pas aux lunes aussi. Il n'y a pas que les planètes. Bon, ça c'est du texte que je viens d'en parler. J'insiste pas. Donc 4 planètes en trop. Alors, tous ces systèmes stellaires avec des planètes que l'on observe, eh bien, ils nous ramènent à notre système solaire, aux théories qui avaient été mises au point avant qu'on les découvre. Là, parce qu'on avait notre système solaire, donc on a essayé d'expliquer le système solaire. On avait une théorie. Il y avait eu un congrès à Nice où les gens se sont mis d'accord. Manque de chance, maintenant, la 99% des systèmes stellaires qu'on découvre, ils n'ont rien à voir avec le nôtre. Il y a des grosses planètes très proches de leur étoile. Il y a des fois un grand nombre de planètes qui sont chaînées. Enfin, il y a absolument tout. Et là, récemment, on a découvert autour d'une étoile extrêmement jeune, qui n'aurait que 2 millions d'années, 4 très grosses planètes, toutes formées. Donc c'est ce qui est dessiné là. Alors l'artiste a dessiné comment ça s'appelle, les anneaux de gaz et de poussière qui sont à l'origine des planètes. Au centre, il y a l'étoile. Et autour, très proche, il y a déjà une très grosse planète qui a été formée, ce qui est déjà, en 2 millions d'années, impossible. Soit il est impossible qu'elle ait pu se former là, ou il est impossible qu'elle ait pu se former ailleurs et migrer jusque-là. Plus, on a découvert des très grosses planètes très loin, dont la planète qui ressemble à Saturne, là, qui est en fait extrêmement loin de l'étoile. Et c'est impossible, on ne comprend pas comment tout ça peut se produire. Bon, l'intérêt de la chose, c'est que nos théories vont évoluer, et que pour l'instant, on ne comprend pas grand-chose. Et d'ici, forcément, ça va s'améliorer. Ce qui est une bonne chose, parce que ça nous permettra de bien comprendre les conditions d'apparition des planètes sur lesquelles la vie peut se développer. Enfin, c'est une des bonnes choses, mais il y en a forcément d'autres. Alors, la sonde Kepler, justement celle qui a découvert, là on a découvert plus de 2600 planètes, enfin, de façon certaine, parce qu'il y en a encore quelques centaines, voire un millier, qui sont potentiels. Et bien, ça y est, elle a bien travaillé. Vous savez, ces sondes sont stabilisées par des gyroscopes. Les gyroscopes sont cassés. Le carburant qui servait à remplacer les gyroscopes pour les stabiliser dans l'espace, pour vraiment braquer la sonde, le télescope qui est dans la sonde, de façon précise, pour faire du travail rentable, et ben, le carburant est épuisé. Donc on a arrêté, on a coupé le courant, enfin on l'a survécu, la sonde est finie. C'est dommage, mais enfin, il y en a d'autres de toute façon qui vont être lancés pour la remplacer. La sonde Dawn. Alors la sonde Dawn, c'est une sonde qui n'a fait que voir 2 astres, Vesta et Cérès, 2 astéroïdes. C'est la première fois qu'une sonde dans le système solaire va vers 2 astres. Elle a été d'abord vers Vesta, elle s'est satellisée autour de Vesta, grâce à son moteur électrique. La plupart des fusées, enfin jusqu'ici les fusées avaient des moteurs chimiques, vraiment c'est depuis la V2 de von Braun jusqu'à les Soyouz et autres fusées, même plus modernes, comme celle d'Elon Musk, c'est du carburant chimique, c'est-à-dire on brûle un carburant dans de l'oxygène par exemple, et puis on utilise la poussée pour faire bouger la sonde. Et là c'était différent, avec des panneaux solaires on fait l'électricité, avec cette électricité on électrise en l'occurrence c'était un gaz, ça peut être de l'argon, là c'était du xénon, et puis ce gaz on le projette à l'arrière. Et c'est lent, mais c'est beaucoup plus rentable que le système chimique. C'est moteur plasmique ou ionique suivant la façon dont ils sont configurés. Et donc cette sonde, elle a vraiment découvert, elle nous a permis de découvrir Vesta et Cérès. Cérès c'est une mini-planète, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici. Il y a la possibilité de vie à l'intérieur de Cérès, parce qu'en surface ça paraît mort, mais en profondeur on est certain maintenant qu'il y a de l'eau, et puis on est certain qu'il y a des composés organiques, donc
Il n'est pas impossible, il ne faut pas dire qu'il est très possible, on ne sait rien, il n'est pas impossible qu'il y ait de la vie à l'intérieur. Donc fin de la sonde Dawn, elle aussi, elle a épuisé son carburant. Par contre, le télescope spatial Hubble, qui a eu des soucis sérieux, un de ses gyroscopes était tombé en panne, ben, il a pu être réparé. Vous savez, Hubble, c'est vraiment une merveille, ça a coûté très cher, mais on en a eu, les Américains en ont eu pour leur argent, et même l'humanité entière en a eu pour son argent, parce que ça fait toutes ces photos extraordinaires des planètes, des étoiles, des spirales. Hubble, il y a des bouquins qui ont été écrits grâce à ces photos, et c'est magnifique. Ah, alors on va se rentrer dans la science et la théorie quantique, que je ne maîtrise pas, rassurez-vous, et donc je ne vais pas être trop rentré dans les détails, parce que je n'y arriverai pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pour observer finement l'univers, les planètes, les étoiles, les nébuleuses, tout ce que vous voulez, on va dire l'univers, il faut un pouvoir séparateur. C'est-à-dire être capable d'avoir voir les détails les plus fins possibles. Pour faire ça, ben, il n'y a pas 36 solutions. Il faut avoir un très gros télescope. Il y a des limites. À l'heure actuelle, on arrive à des télescopes qui vont faire 25-30 mètres, qui sont en construction. Ils coûtent énormément, extrêmement cher. Le très grand télescope que les Européens construisent au Chili va dépasser le milliard d'euros. Ça commence à être beaucoup d'argent pour un télescope. Ça commence à être plus cher que les sondes spatiales. On peut aussi envoyer un télescope dans l'espace, mais ça aussi, ça coûte extrêmement cher. Le projet, j'en ai parlé aussi ici plusieurs fois, le projet américain d'un télescope en orbite lointaine de la Terre, il a explosé son projet 8 fois, il dépasse les 8 milliards de dollars, enfin c'est de la folie furieuse, c'est une catastrophe économique. On espère que ça finira par marcher, mais en attendant, ça n'avance pas, ça prend des années de retard, et ça coûte très cher. Donc, comment résoudre ce problème? En astronomie, pour les télescopes, les radiotélescopes, les télescopes qui explorent les ondes radio par la lumière visible, on sait faire. On peut faire ce qu'on appelle l'interférométrie, c'est-à-dire qu'on peut mixer plusieurs télescopes, et même des télescopes très loin, on peut en prendre un en Australie, un en Afrique du Sud, un en Amérique du Nord, et les faire communiquer par fibre optique, et ensuite combiner les images pour en faire une image, et on va avoir la résolution de l'ensemble du système. On n'aura pas beaucoup de luminosité, parce que, bien sûr, on n'aura pas un télescope aussi gros que la Terre, mais on aura une séparation très bonne. On arrive comme ça. Maintenant, grâce à ces systèmes, les radiotélescopes ont une séparation très supérieure aux télescopes optiques. Alors qu'en théorie, quand on utilise la lumière, on devrait faire beaucoup mieux que les ondes. Tout simplement parce que la longueur d'onde de la lumière, c'est des microns, alors qu'à la longueur d'onde de radio, ça peut être des mètres ou des dizaines de mètres. Donc, logiquement, les télescopes optiques devraient être meilleurs. Ce n'est pas le cas. Alors l'idée, c'est de faire des interféromètres optiques. Ouais, mais c'est très difficile. Les Européens en ont fait un, les Américains aussi. Il y en a un au Chili qui s'appelle VLTI. Vous avez sans doute vu le VLT, c'est ces très gros télescopes de 8 mètres de large. Ils sont en réseau et on arrive dans certains cas de figure à les faire fonctionner en réseau, en interféromètre. Et on arrive à faire un télescope qui fait environ 140 mètres de diamètre, l'équivalent. Ouais, sauf qu'on ne peut pas faire mieux pour différentes raisons techniques, comme le fait qu'il faut vraiment focaliser la lumière au micron près, et il faut pas perdre faut pas de lumière parasite, c'est extrêmement difficile, on ne sait pas faire. Donc vous avez peut-être entendu parler de comment on appelle ça, la téléportation quantique. Donc c'est un phénomène qui fait qu'en mécanique quantique, deux particules qui ont été liées à un moment donné seront toujours liées dans le futur. Donc s'il arrive quelque chose à deux particules qui sont liées, si ensuite il arrive quelque chose à la particule A, ben la particule B qui est peut-être à 1000 mètres, elle va le savoir. Elle va savoir apparemment à la vitesse de la lumière. Ou peut-être plus. Alors là, c'est un débat auquel je ne vais pas rentrer. Donc cette idée de téléportation quantique, enfin on ne téléporte pas de la matière, on ne téléporte que de l'information. Cette idée permettrait de mettre en relation des télescopes qui seraient très éloignés et d'arriver à une ouverture synthétique
énorme. Donc voilà, il y a un groupe qui a des idées pour le réaliser, ça va peut-être arriver, et d'ici peut-être une dizaine d'années, on verra des images extraordinaires, bien meilleures que celles qu'on a aujourd'hui. Astrobiologie ou exobiologie. Alors de l'oxygène sur Mars, oui c'est un peu étonnant, mais bon, c'est une nouvelle qu'il faut développer. La panspermie, vous savez, panspermie, ça veut dire du grec qui veut dire pan, tout, et sperme, les graines. Donc c'est l'idée que la vie pourrait se répandre d'une planète à l'autre dans le système solaire, voire d'une étoile à l'autre dans la galaxie, voire plus loin. Et ça peut même aller plus loin cette théorie, puisqu'il y a des gens qui pensent que la vie est quasiment une phase de la matière, c'est-à-dire qu'il y a le gaz, l'eau, la matière liquide, la matière solide, et il y aurait la phase de la matière vivante. Et que la matière vivante aurait toujours existé et qu'elle se reproduirait comme ça. Alors évidemment, ça, sous cette forme extrême, c'est un peu bizarre et ça boycotte finalement tous les travaux sur l'origine de la vie. Donc c'est assez mal vu. Mais le passage de la vie, par exemple de Mars à la Terre, par des météorites, c'est tout à fait envisageable. Et on va voir que ça peut aller plus loin, la vie pourrait passer d'étoile en étoile. Et puis la NASA, alors ça c'est encore un tabou qui vient de tomber, va se remettre à s'intéresser un petit peu à la recherche de vie, pas de vie, de civilisation extraterrestre. Ça avait été complètement abandonné. Alors on s'est aperçu, bon je reviens sur Mars, qu'il pourrait y avoir suffisamment d'oxygène sous la surface de Mars pour soutenir la vie. Alors une vie bien sûr aérobie, hein. Il y a la vie anaérobie sans oxygène, et puis la vie aérobie qui est plus puissante, puisque pouvant utiliser un oxydant comme l'oxygène pour brûler des matières organiques, elle dispose de beaucoup plus d'énergie. Voilà. C'est un petit peu comme la différence entre la fermentation et la combustion. La combustion est beaucoup plus violente, produit beaucoup plus de chaleur que la fermentation. Oui, alors bien sûr, bon, je passe un petit peu sur le premier texte. Bon, c'est un rappel historique. C'est vrai que Mars a fait beaucoup fantasmer les imaginations, depuis les canaux, depuis les envahisseurs martiens de Wells, depuis tous les livres de fantaisie sur la princesse de Mars, etc. etc. Mais quand on a envoyé des sondes, on a eu le chaud et le froid. Au début, on a dit, bon, Mars est mort. Ah, puis peut-être que Mars est vivant. La sonde Viking, finalement, a fini par décider qu'on n'avait pas trouvé la vie sur Mars, bien que certains pensent que ces résultats peuvent s'interpréter comme il y a de la vie. Et puis là, cette idée qu'il peut y avoir suffisamment d'oxygène qui puisse passer de la surface de Mars vers l'intérieur, bah, ça redonne un peu l'espoir pour les futurs explorateurs de trouver de la vie en profondeur. On a trouvé du méthane, alors effectivement dans l'atmosphère, des sources de méthane qui ne sont pas facilement explicables par la chimie. Les volcans peuvent émettre du méthane, mais sauf que des volcans en théorie, bah, il n'y en a pas, à part celui que je vous ai montré, le potentiel. Des réactions chimiques peuvent donner du méthane, mais c'est la vie, sur Terre, c'est le principal producteur de méthane. Oui, tout à fait. Et en plus, ces sources de méthane sont ponctuelles, comme si elles venaient par endroits. Et le méthane, c'est un gaz qui, normalement, dans l'atmosphère martienne, ne devrait pas se conserver. Il devrait être oxydé, détruit en gaz carbonique et en eau. Le fait qu'il y a du méthane prouve qu'il y a sans arrêt une source de méthane qui réapprovisionne. Ce qui, effectivement, est un point favorable pour la vie. Panspermie galactique. Voilà, j'en ai dit déjà 2 mots sur le principe. En fait, bah, c'est pareil, c'est Oumuamua, là, qui est pareil, c'est la découverte qui a fait tilter, là, qui a relancé les recherches, parce que puisqu'un astéroïde, on en voit un qui traverse le système solaire, on fait des calculs de probabilité et on s'aperçoit forcément il y en a des milliers, il y en a sans arrêt des milliers qui traversent. Donc ça veut dire que, imaginons que ces astéroïdes, dans une planète, je ne sais pas, Alpha du Centaure, autour de Sirius, peu importe, et rencontrer de la vie, il peut l'emporter jusque chez nous. On calcule que sous la surface de l'astéroïde,
les rayons galactiques, enfin les rayons cosmiques plus exactement, et les rayons du Soleil ne pourront pas détruire la vie. Donc on pourrait très bien avoir des spores qui se conservent, ou peut-être pas des spores purement des êtres vivants, comme des spores, encore que les spores c'est plutôt dormant, mais des composés chimiques tout simplement, puissent être transportés d'une étoile à l'autre comme ça. Parce que si Oumuamua était tombé sur la Terre, bon il n'est pas très gros, il n'aurait pas fait une catastrophe, il y aurait des morceaux, forcément des morceaux intacts qui auraient été projetés un peu partout. S'il y a de la vie dedans, bah, peut-être qu'il y aurait... Alors, la vie il y en a sur Terre, donc peut-être que la vie qui aurait été amenée par cet astéroïde n'aurait pas été détectable, parce qu'elle aurait été bouffée tout de suite par nos bactéries et toute notre vie indigène. Mais une planète qui serait stérile, à l'origine, pourrait très bien être ensemencée par la vie. Ils ont fait des calculs de statistiques qui sont arrivés, les gens qui ont aperçu qu'en quelques millions d'années, ce système pourrait ensemencer toute la galaxie. Donc, oui, c'est assez étrange, mais je suis obligé d'être sur parole. Je veux dire, je suis plus capable de refaire ce genre de calcul. Donc, ça veut dire encore une fois que ça nous amène à l'idée que la vie est très courante. On a découvert des milliards de planètes, enfin, on a découvert des milliers de planètes qui sont le signe qu'il en existe des milliards dans la galaxie, et probablement des milliards sur lesquels la vie, alors je parle de la vie au sens large, hein, je ne parle pas de la vie aussi sophistiquée que les arbres, les animaux qu'on a sur Terre, mais simplement des bactéries, des algues, des choses comme ça. Il y a des milliards de planètes sur lesquelles la vie pourrait se développer. Bah, peut-être qu'il y a des milliards de planètes sur lesquelles la vie s'est développée. Il suffit pas que... C'est pas parce que la vie n'est pas capable de naître sur une planète qu'il n'y en a pas. Elle peut être naître ailleurs, elle peut être... voilà, j'ai oublié mon français. Elle peut être née ailleurs et emmenée de façon passive par ces astéroïdes. Il y a d'autres théories. Un dénommé Zubrin, lui pense que carrément les bactéries, tout ça, pourraient être soufflées par le vent solaire et propulsées à grande vitesse et arriver sans encombre vers d'autres planètes. Donc ça, c'est un peu plus tendancieux. Allez, on avance, parce que sinon, on n'a pas fini. Donc la NASA a décidé, donc à un moment, je ne sais pas, vous vous souvenez peut-être, vous connaissez le SETI, hein, la recherche des extraterrestres par ondes radio. Et puis la NASA le finançait, puis il y a un sénateur américain qui s'est rendu célèbre en disant mais arrêtez toutes ces bêtises, recherche des petits hommes verts, et puis quoi encore, allez, sucrez-moi ces projets, c'est 60 millions de dollars que ça coûtait, et ça a effectivement été sucré. Le SETI continue parce qu'il y a eu des donateurs, des milliardaires qui ont bien voulu continuer à le financer, donc Paul Allen, je crois, de Microsoft. Et puis là récemment, avec toutes ces découvertes de nouvelles planètes, tout ce mouvement, il y a une compétition entre les astronomes et finalement la NASA s'est dit bah, on va peut-être quand même chercher. Parce que c'est vrai que la méthode de recherche des extraterrestres par le SETI, par recherche des émissions radio de ces civilisations, c'est une façon de voir, mais il y a aussi le SETI optique ou laser. Peut-être que ces civilisations sont capables d'envoyer non seulement des ondes radio, mais des signaux lumineux. Et puis peut-être qu'elles n'envoient rien du tout, mais elles sont tellement avancées, elles sont tellement gigantesques qu'on pourrait détecter leur activité autour de leurs étoiles. Et c'est l'idée de ce qu'on appelle les sphères de Dyson. Alors, Dyson, c'est un savant américain, un peu futuriste, qui a beaucoup travaillé dans le nucléaire, des choses comme ça. Et il s'est dit, bon, il n'est pas le seul, il y a un russe qui s'appelle Kardashev, j'en parle un peu en dessous aussi, qui se sont dit, les civilisations à l'origine n'existent que, sur un continent, dans leur planète, puis elles se développent sur toute la planète. Au bout d'un moment, elles atteignent le maximum de ce qu'elles peuvent faire en termes d'énergie, parce que finalement l'énergie vient de l'énergie solaire. Ce qui est d'ailleurs un peu marrant, parce que ces gens, c'est tous des futuristes, ils sont tous partisans d'énergie nucléaire et de fusion, mais enfin, quand ils parlent d'exobiologie, ils se ramènent à l'énergie solaire. Enfin, c'était une aparté, un peu d'ironie de ma part. Donc l'idée ensuite, c'est que ces civilisations se répandent dans leur système stellaire. C'est un peu comme si nous, dans le futur, et il y en a des gens qui y pensent, on se répandait sur la Lune, puis les astéroïdes, puis dans tout le système solaire, et qu'on construisait des habitats, en veux-tu, en voilà, qu'on démonte les astéroïdes pour prendre les matières premières pour construire des arches, ou
appelez ça comme vous voulez, et puis il y en aurait tellement des milliers et des millions dans le système solaire que ça se verrait de loin. Et ça serait l'équivalent de ce dessin d'artiste-là, une sphère de Dyson. Donc voilà, la NASA a décidé de regarder les étoiles pour voir s'il n'y a pas ce genre de choses. En dessous, j'ai mis l'échelle de Kardashev. C'est un peu ce que je viens de vous dire. Une civilisation passerait de l'état « j'existe que sur ma planète », ensuite « j'existe dans mon système solaire », je colonise tout mon système solaire, et ensuite, carrément, je colonise la galaxie. Bon, pourquoi pas. Moi, personnellement, je trouve que tout ça, c'est un petit peu l'extrapolation du fonctionnement des bactéries dans la boîte de pétri qui se répandent tant qu'il y a de la nourriture et puis qui ensuite elles crèvent parce qu'il n'y a plus rien à manger. Et je trouve que peut-être la civilisation c'est peut-être un peu autre chose au niveau qualitatif que se développer. Bon, ça c'est autre chose. Alors, un peu d'ufologie. Je vais dire juste 2 mots sur la revue Alien. Qui est pas là, je n'ai pas. Simplement, pourquoi j'en parle? D'abord parce que c'est une bonne revue. J'en ai déjà plusieurs fois du bien, je confirme. C'est la plus sérieuse pour les ufologues. Et puis il y a un article de Robert Roussel. Robert Roussel, vous étiez pas mal d'entre vous étaient là, et il est passé en octobre. Il a fait une très bonne conférence, très vivante. Et là, donc, il fait un article dans Alien. Cet article, je l'aime, l'envoyer. Quand le numéro 38 d'Alien sera publié, je publierai l'article sur le site Omniparis. J'en profite, parce que sinon j'ai oublié. Là, nous sommes en train de filmer la conférence. Cette vidéo sera mise sur le site YouTube qui s'appelle Patrice Galacteros, de mon nom. Je suis désolé, j'aurais dû l'appeler Omniparis, mais quand j'ai pas pensé sur le coup, et donc ça s'appelle de mon nom. Et donc toutes les vidéos qui ont été faites ici, à Omniparis, que ce soit du temps de Lothaire, donc ça fait les années 2010, etc., jusque maintenant, se trouvent sur ce site. Site YouTube Patrice Galacteros. Voilà. Et ils sont aussi sur le site, hein, omniparis.fr. À ce moment-là, il suffit de rentrer dans l'historique, prendre des années, et ensuite dans les années, il y a tous les mois, vous cliquez sur le mois, et vous avez les comptes rendus, les photos, et les vidéos. Si vous vous intéressez sur un sujet particulier, ça peut être intéressant de voir ce qu'un conférencier a pu dire dans le passé. Oui, alors là, c'est pas vraiment d'ufologie, mais c'est quand même très intéressant, parce que là, c'est encore un tabou qui passe. Figaro Science, sommes-nous seuls dans l'univers? Le voilà, je peux le faire passer. Donc c'est relativement classique. Ils ont fait ça en collaboration quand même avec Ciel et Espace, qui quand même contrôle un petit peu, qu'on ne dise pas de bêtises. Il y a à la fin un article qui se moque un petit peu, enfin qui n'est pas si moqueur que ça, qui parle de Roswell, mais en prenant plutôt le côté un petit peu sociologique, le tourisme, voilà, tout ça. Enfin, c'est un peu moqueur quand même, faut être honnête. C'est quand même intéressant qu'une figure un petit peu de l'establishment se lance, Figaro Science, et se lance sur le sujet, sommes-nous seuls dans l'univers. C'est vrai que c'est accrocheur, mais c'est aussi, comme je dis, la fin d'un tabou, quoi. Parce qu'autrefois, on n'en aurait pas parlé. Ouais. Ah, étrange figure dans les steppes du Kazakhstan. On en a déjà parlé une fois, mais là c'est confirmé par la NASA. Vous savez, nous on a les crop circles à l'heure actuelle, donc qui sont d'origine diverses. On a découvert dans les steppes du Kazakhstan des sortes des pétroglyphes, on peut appeler ça pétroglyphes, je crois. En fait, c'est un petit peu comme un Nazca. C'est un Nazca, il y a des lignes, il y a des animaux qui sont dessinés sur les plateaux. Et bien là, dans la steppe, il y a des ronds, des carrés, j'en ai mis que 2. Il y a des triangles, il y a tout ce que vous voulez. Et puis il y a ce bizarre signe qui ressemble un petit peu au symbole de Lindemann, c'est le symbole celtique. Ça ressemble aussi à une sorte de croix gammée, de swastika à 3 pattes. Enfin bref. Il y a énormément, il y a des centaines d'agroglyphes, pas d'agroglyphes, de pétroglyphes comme ça dans les steppes du Kazakhstan. Alors ça fait penser au crop circle, ça fait penser à des choses comme ça.
Donc c'est pour ça que j'en parle. Et surtout, c'est considéré comme officiel, et la NASA en fait l'étude. Pourquoi la NASA? Bien sûr, parce que ça a été vu par des photos satellites. Ces régions-là n'étaient pas couvertes, c'était ex-Union soviétique, et ça a été couvert par des photos satellites, ça a été mis dans Google Earth, et par Google Earth, vous pouvez chercher vous-même. Bon, bah, les annonces, donc le stand du Sceau, vous avez vu bien sûr, il y a une librairie ici qui permet d'acquérir des bouquins, c'est des surplus liés à l'activité du Sceau qui est l'archivage de l'ufologie française. Il est paru une bande dessinée, c'est donc Raoul Robet qui m'a appris ça, qui a appris ça par un mail, Le Sanctuaire des Titans. Donc ça vient c'est édité en Alsace, mais bon, on peut l'acheter par internet sans problème. Donc vous voyez le dessin, il est assez, c'est un peu rétro, c'est assez propre, style Jacobs ou Hergé, Tintin. Donc moi ça m'a plu, bon peut-être parce que c'est de ma génération, je sais pas. Mais il y a aussi, ça parle aussi de cryptozoologie, ça parle du mythe des anciens astronautes. Donc c'est quand même vraiment de l'ufologie. Et il y a même des soucoupes mentolées au boulon, nous dit Raoul. Il a mis dans la production de son mail. Donc c'est le Sanctuaire des Titans aux éditions Lombec. Voilà encore quelques planches. Ah, c'est très classique. Ah, il y en a vécu. Alors une annonce pour donc la suite d'Omniparis en décembre. Nous recevons Luc Côté qui va nous parler de la piste du fer. Il y a une théorie très originale sur la localisation et ce que font les ovnis. Il trouve une corrélation avec la présence de fer. Donc voilà, c'est ceux qui achètent Lumière dans la nuit. Il y a eu 2 articles dans le précédent numéro et celui-ci de Luc Côté où il explique sa théorie. Mais je vous enjoins néanmoins à venir à Omniparis et l'écouter en personne.